Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition du dernier vendredi du mois de septembre que je vous invite à suivre jusqu'à son terme. À la une de l'actualité, le candidat numéro 3 dans le bulletin unique, Ange Radzouel, a reçu aujourd'hui les représentants de l'Organisation des Nations Unies menée par Parfait Onanga Anyanga, représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies auprès de l'Union africaine et du chef du bureau des Nations Unies auprès de l'organisation continentale au QG de son parti à Ivanj. Ce sont des émissaires dépêchés par le secrétaire général des Nations Unies pour observer le déroulement du processus électoral. La rencontre a duré environ 1 heure et s'est déroulée à huis clos, mais l'on sait que la discussion s'est axée sur le fait que l'ONU est pour le processus électoral et le maintien de la date de la présidentielle. L'Armada, ou Alliance républicaine de Madagascar, composée de 13 partis politiques, a déclaré son soutien au candidat numéro 3, Ange Radzouel, lors des présidentielles. Ces partis ont souligné que l'élection du 9 novembre ne devrait pas être reportée. Ils ont aussi appelé les autres candidats à se concentrer sur la préparation des élections au lieu de semer le trouble dans le pays. Les détails avec Radraman Zatouf et Setran Janassi. 13 partis politiques, à savoir l'ADN, la KFM, AKFM Fanavausen, Avan, Avi, Freedom, JFFM, Yarakisik, Liarek, Mentsu, MDM, RPSD, TGV, et les membres du parti leader Fanil composent l'Armada ou Alliance républicaine de Madagascar. L'Armada soutient le candidat numéro 3 Ange Radzouel selon une déclaration commune faite ce jour. La concrétisation des engagements du président Ange Radzouel au cours de son mandat dans le domaine social, la mise en place de nombreux projets dans toutes les régions et districts de l'île, la prise en charge des personnes vulnérables à travers différents programmes, l'existence de nombreuses réalisations dans le domaine de la santé et les projets pour les jeunes, ce sont entre autres les raisons pour lesquelles les membres de l'Armada unissent leurs forces pour faire élire le candidat numéro 3, Ange Radzouel, à l'élection présidentielle du 9 novembre. L'Armada a souligné qu'on doit tenir l'élection à la date prévue par la CENI. L'Armada condamne donc les fauteurs de troubles et les tentatives visant à créer le désordre qui ne profitera ni au pays ni à la population. Ces partis appellent le public à rester calme et à ne pas se laisser influencer par les autres candidats qui ont peur de l'élection. Toujours à ce sujet, le parti AVI ou Asavita Nufamtsaran reste fidèle au candidat numéro 3 Ange Radzouel, selon Sylvain Rabetsaroun, son coprésident. Depuis 2007, l'AVI a soutenu Ange Radzouel et ce soutien est indéfectible. Le parti fera le nécessaire pour que le candidat numéro 3 obtienne le maximum de voix, a-t-il rajouté. Et les masques tombent, les 11 candidats, sous des prétextes fallacieux et infondés, rejettent le gouvernement collégial. Sans aucune raison également, ils ont déclaré ce jour à Mamas que si un consensus n'est pas trouvé d'ici la fin de ce week-end, ils descendront sur la place du 13 mai ce lundi. Pourtant, à ce que l'on a vu ce jour, les Malagasy n'ont pas répondu à leur appel. Ça, Sylvain. Le report des élections présidentielles, une nouvelle crise politique, ce n'est pas ce que désire la population malagasy. Cela n'a aucun intérêt pour eux. Au contraire, une nouvelle crise emmènera le pays dans le chaos. Madagascar qui a pu se relever durant ces dernières années. Ce n'est pourtant pas le point de vue des 11 candidats à l'élection présidentielle. Leur but est de reporter, voire d'annuler les élections et d'entrer en période transitoire pour espérer avoir une place et pouvoir détourner les richesses du pays. C'est d'ailleurs ce qu'ils ont déclaré ce jour à Mamassen. Selon eux, sans un consensus, ils inciteront la population à descendre sur la place du 13 mai ce lundi. Pour ces candidats, le respect de la Constitution n'est pas à l'ordre du jour. Ils rêvent de créer une cour spéciale électorale. Pour l'opinion, ces candidats veulent le beurre et l'argent du beurre. En effet, ils ont déposé leur candidature
Pourtant, ils n'agissent pas en conséquence, c'est-à-dire qu'ils ne se préparent pas pour les élections. Au contraire, ils font tout pour empêcher la tenue de ces élections. Quoi qu'il en soit, la population a ignoré leurs appels aujourd'hui à Mamassen. Il est clair que les Malgaches sont conscients que la crise n'est plus acceptable pour le pays. Le championnat de la Ligue d'Analamang en handball se déroule actuellement au Palais des Sports de Mamassen. Le président de la fédération de cette discipline a annoncé qu'ils ont effectué une demande d'utilisation du Palais des Sports depuis déjà plusieurs mois. Toujours un reportage de Ratroman Zatouf et Anzara Zonarvel. Selon le président de la fédération de handball, pour utiliser le Palais des Sports, il faut effectuer une demande 4 à 6 mois à l'avance. Le championnat de la Ligue d'Analamang occupe actuellement le palais et leur demande a déjà été déposée quelques mois auparavant. Le championnat s'est déroulé dans le calme malgré la volonté de certains candidats qui ont peur de l'élection d'utiliser cette salle pour leur meeting politique. En économie, le marché global des minéraux de la transition énergétique a doublé au cours des 5 dernières années, atteignant 320 milliards de dollars en 2022 selon le Critical Minerals Market Review 2023. Madagascar dispose de ces ressources, notamment le graphite, le nickel et le cobalt. Lors de sa prise de parole à l'occasion du sommet sur les minéraux critiques et les énergies propres, le ministre des Mines et des Ressources stratégiques a souligné que cette forte demande nécessite une coopération internationale. Plus de détails. Madagascar figure parmi les 10 pays producteurs de graphite. Le pays produit 60 000 tonnes de nickel et 5 000 tonnes de cobalt par an à travers un bateau-vie. Ce sont des ingrédients clés de la transition vers l'utilisation de l'énergie propre. Selon les données publiées par le Critical Minerals Market Review 2023, le marché global des minéraux de la transition énergétique a doublé au cours des 5 dernières années. Cela a atteint 320 milliards de dollars en 2022. Madagascar peut tirer profit de ces ressources si ces dernières sont exploitées correctement. C'est pourquoi la coopération internationale est nécessaire, souligne le ministre des Mines et des Ressources stratégiques, Rakoutumalala Erdjan-Olivier, à Paris hier, lors du sommet sur les minéraux critiques et les énergies propres organisé par l'Agence internationale de l'énergie. De hautes personnalités publiques, de hauts dirigeants du monde des investissements et des organisations internationales, ministres, dirigeants d'entreprises, investisseurs, organisations internationales et autres parties prenantes issues de 50 pays y ont participé. Dans un tout autre sujet, les résultats en matière d'agriculture et d'élevage et la protection de l'environnement seront améliorés et renforcés. Dans le cadre de la mise en œuvre du programme RINJ, soutenu par l'Union européenne, des voitures et des motos ont été offertes hier à Antanaren au ministère de l'Agriculture et au ministère de l'Environnement. Les détails. 8 voitures et 16 motos ont été remises hier au ministère de l'Environnement et du Développement durable et au ministère de l'Agriculture et de l'Élevage. Cela dans le but de renforcer l'accomplissement des missions en milieu rural, explique Razuelna Irmandim du BACE. Ces dons faciliteront la mise en œuvre de la politique générale de l'État, soutiennent les ministères bénéficiaires. Le programme RINJ est financé par l'Union européenne. À cet effet, il sera procédé à un suivi de l'utilisation de ces matériels roulants et au cas où ces matériels ne sont pas utilisés correctement, le programme pourra les reprendre d'après les explications. Et plus de 1 million de personnes ont été couvertes par les plans de contingence grâce au projet VOON financé par l'Union européenne. Ce projet a duré 2 ans et arrive actuellement à son terme. Ce projet a collaboré avec le BNGRC et différents ministères pour préparer la population, réduire les risques de catastrophes et appuyer leur résilience. Fanjasena Mirai, Sej Anjanab. 1 400 000 personnes ont été couvertes par les plans de contingence au niveau des zones d'intervention de VOON.
Le projet était prévu initialement pour la côte ouest, à Timon-Jeffen, Menabe, Buen, Diana et Analamang, mais après les ravages dus au cyclone, le projet s'est élargi dans le sud-est et Vatvavi. L'accent a également été mis sur l'accès à l'éducation en période d'urgence. Ainsi, 232 écoles ont développé leur plan de préparation aux urgences, couvrant 35 000 élèves et enseignants. 12 écoles ont été réhabilitées à Mianjvaz et 500 élèves ont reçu des kits scolaires. Les acteurs du projet ont collaboré avec le BNGRC, le ministère de l'Éducation nationale, le ministère de la Santé publique, ainsi que le ministère du Transport et de la Météorologie pour réduire les risques de catastrophes et appuyer la résilience de la population. L'Union européenne a financé le projet à hauteur de 4 millions d'euros en 2 ans. Dans les actualités internationales, au moins 52 personnes ont été tuées et 58 autres blessées ce jour lors d'un attentat suicide perpétré contre une mosquée lors d'un rassemblement religieux dans la province de Baloutchistan, dans l'ouest du Pakistan, ont déclaré les autorités sanitaires et la police. Le ministre pakistanais de l'Intérieur parle d'un acte de terrorisme. France 24. Les blessés arrivent par dizaines dans les hôpitaux de Mastung. Dans cette ville de la province du Baloutchistan, à l'ouest du Pakistan, une violente explosion vient d'endeuiller une procession religieuse. J'ai eu peur. Il y avait tellement de corps au sol. Ils sont restés là pendant au moins 2 heures. Il n'y avait personne pour nous secourir. Les gens emmenaient les cadavres dans leur voiture. Les victimes sont des musulmans qui célébraient la naissance du prophète Mahomet, une commémoration tolérée par la plupart des courants de l'islam mais rejetée par certains. À l'instar des autorités locales, le gouvernement pakistanais a dénoncé un attentat commis selon lui par des éléments terroristes. L'attaque sur des personnes innocentes qui étaient venues participer à la procession de la fête de la naissance est un acte odieux. Pour l'heure, l'attaque n'a pas été revendiquée. Les talibans pakistanais, pourtant actifs dans le pays, ont nié leur implication dans l'explosion. L'exécutif du Baloutchistan a décrété un deuil de 3 jours et a appelé les Pakistanais à donner leur sang pour soigner les blessés. Et la ville de Goris est le premier point d'accueil des réfugiés du Haut-Karabakh après le passage de la frontière avec l'Arménie. Les habitants et les organisations caritatives travaillent ensemble pour fournir une aide humanitaire aux familles déplacées, mais ils sont débordés par l'afflux d'arrivants. France 24. Au milieu du chaos, ces adolescents font du bénévolat jour et nuit pour aider celles et ceux qui ont fui le Haut-Karabakh, qui arrivent par milliers dans des petites villes qui peinent à faire face à l'afflux de réfugiés. On en fait plus pour ces gens que le gouvernement. Personne ne vient nous aider. Ces gens ont perdu toute leur vie entière se trouve dans un sac. À ce stade, on ne peut compter que les uns sur les autres. La Croix-Rouge trouve des solutions temporaires pour ceux qui sont sans abri. Ces tentes ont été mises en place pour ceux qui veulent rester à Goris, mais qui n'ont pas d'endroit où dormir. Alors que d'ici quelques jours, on s'attend à ce que le Haut-Karabakh soit complètement vidé de ses habitants, les associations en première ligne sont débordées alors que l'incertitude demeure quant au sort de ces réfugiés. Pour beaucoup, ils sont hébergés aux frais de l'État dans les hôtels de la ville, éreintés, déboussolés, toujours sous le choc d'avoir dû tout quitter dans l'urgence. Des gens m'ont aidé à sortir de ma maison. Je n'étais pas habillée, au lit, juste avec mes collants troués. Ils m'ont tiré du lit, alors j'ai demandé « Qu'est-ce que vous voulez ?» Ils m'ont dit « Il n'y a plus personne dans le village, vite, vite, partons !» Ils m'ont mis dans un bus et maintenant je me retrouve ici. Cette femme se retrouve désormais seule avec ses 6 enfants. Son mari est reparti à Stepanakert pour aider à évacuer la population.
Pour elle, son futur est sans perspective. Tout ce dont j'ai besoin, c'est chez moi, ma terre. Ils n'ont rien pu faire pour la protéger. Alors toute cette aide humanitaire n'est d'aucun intérêt pour moi, car j'ai tout laissé derrière moi. Je n'ai pas besoin d'argent, je n'ai besoin de rien. Après l'exode, c'est le deuil de leur terre qui prend le dessus pour les Arméniens du Haut-Karabakh. Pour terminer, le procès de la sociologue et écrivaine turque Pinar Selek, réfugiée en France, d'où elle dénonce un acharnement judiciaire, doit reprendre ce jour à Istanbul. L'infatigable défenseuse des droits humains et des minorités âgée de 51 ans, qui vit et enseigne à Nice, avait été arrêtée en 1998 pour ses travaux sur la communauté kurde, avant d'être accusée d'être liée à une explosion qui venait de faire 7 morts au bazar aux épices d'Istanbul. France 24. C'est une affaire judiciaire hors du commun qu'on pourrait presque qualifier de saga, puisque vous l'avez dit, elle dure depuis près de 25 ans. Pinar Selek va être jugée pour la 5e fois ici à Istanbul à partir de 14h heure locale devant la 15e haute cour pénale. Pour comprendre cette histoire, il faut remonter à 1998. Pinar Selek est à l'époque étudiante en sociologie et elle s'intéresse aux minorités en Turquie. Elle est arrêtée après une explosion dans un marché d'Istanbul et elle est accusée par les autorités turques d'avoir participé à l'organisation d'un attentat avec les membres du Parti des travailleurs du Kurdistan, le PKK. Elle est emprisonnée pendant plus de 2 ans et assure avoir été torturée car elle refusait de livrer le nom des militants kurdes qu'elle avait rencontrés dans le cadre de ses recherches. Les accusations qui pèsent contre elle ont depuis été réduites à néant par plusieurs expertises. La chercheuse a été acquittée à 4 reprises entre 2006 et 2014 et aucun élément nouveau n'a été versé au dossier. Mais en juin dernier, 8 ans après le dernier jugement, nouveau coup de théâtre, la Cour suprême demande l'annulation des précédentes décisions et la tenue d'un nouveau procès. Pinar Selek est sous le coup d'un mandat d'arrêt international. Elle risque la prison à perpétuité. C'est donc sa sœur et son père, tous les 2 avocats, qui seront présents cet après-midi pour le verdict. Ils seront accompagnés notamment d'un large comité de soutien. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition. Merci à vous d'avoir été avec nous jusqu'à son terme. Toute l'équipe de la rédaction vous donne rendez-vous dès demain pour de nouvelles actualités. Au revoir et bonne soirée sur Viva.